Il n'était jamais censé être découvert. Scellé sous des domaines privés, enfoui sous des terres agricoles, dissimulé derrière des murs suffisamment épais pour résister à une frappe militaire. Les coffres secrets de Pablo Escobar avaient été conçus pour lui survivre. Et pendant des décennies, la plupart d'entre eux y sont parvenus. Mais voici ce que les rumeurs ne vous ont jamais dit. Certains de ces coffres ont finalement été ouverts, et ce que les enquêteurs ont trouvé à l'intérieur n'était pas simplement de l'argent. C'était un plan, un registre révélant comment un seul homme avait bâti l'empire criminel le plus dévastateur que le monde moderne ait jamais connu, et jusqu'où il était prêt à aller pour le protéger. Voici l'histoire de l'empire caché d'Escobar, et elle commence bien avant que le premier billet ait jamais été enterré. Un empire construit de rien. Pablo Escobar n'a pas hérité du pouvoir. Il l'a fabriqué depuis les rues de Medellín, grâce à un mélange d'ambition brute, de violence calculée et d'un instinct pour saisir les opportunités que la plupart des gens ne développent jamais et que presque personne n'ose mettre en pratique. Ses premiers crimes étaient d'une simplicité presque banale. Adolescent à la fin des années 1960, il volait des pierres tombales dans les cimetières d'Antioquia, effaçait les inscriptions au sablage et les revendait à des familles qui ignoraient totalement la provenance de ces pierres. C'était une petite opération, irrespectueuse, froide et totalement dépourvue de remords. Ceux qui le connaissaient à l'époque ont décrit plus tard un jeune homme qui ne manifestait aucun lien émotionnel avec le tort qu'il causait. Un garçon qui s'était déjà coupé des conséquences de ses actes. À partir de là, les crimes se sont intensifiés selon un schéma que les enquêteurs et les criminologues allaient ensuite étudier attentivement. Le vol de voiture succéda aux pierres tombales, l'extorsion succéda au vol, l'enlèvement succéda à l'extorsion. En 1971, le groupe d'Escobar avait enlevé puis exécuté l'homme d'affaires de Medellín, Diego Echavarría, empochant une rançon de $50 000 avant de se débarrasser de la victime quoi qu'il arrive. Le meurtre n'était pas qu'un simple crime. C'était un signal qui résonna dans chaque recoin du milieu criminel colombien. Cet homme ne négociait pas de bonne foi. Il encaissait, puis il éliminait. Ce qui transforma Escobar d'un dangereux criminel de rue en quelque chose d'une toute autre catégorie, ce fut la cocaïne. Pas la drogue elle-même, mais l'envergure qu'il y entrevoyait, à un moment où presque personne d'autre ne le faisait. En 1976, les routes commerciales étaient encore en train de se former. Les réseaux de distribution étaient fragiles et désorganisés. L'appétit américain pour la cocaïne explosait, et les infrastructures pour l'alimenter existaient à peine. Escobar voyait tout cela avec une clarté saisissante. Cette année-là, il fut arrêté alors qu'il transportait 39 kg dissimulés dans un pneu de véhicule près de Medellín. Cette arrestation aurait dû mettre fin à sa carrière. Elle devint au contraire une leçon. Il soudoya les autorités pour sortir de détention. Les policiers qui l'avaient arrêté furent assassinés par la suite. Et à partir de ce moment, Escobar agit selon une philosophie qu'il allait énoncer pour le restant de sa vie. Plata o plomo, l'argent ou le plomb, le pot de vin ou la balle. Il n'existait pas de troisième option. Ce qui rendait ce credo si efficace ne tenait pas uniquement à la menace qu'il contenait. C'était la constance avec laquelle il l'appliquait. Juges, politiciens, commandants de police, officiers militaires, personne n'était épargné. L'anthropologue Mary Roldan, qui a largement écrit sur l'histoire sociale d'Antioquia, a décrit par la suite la corruption politique d'Escobar comme systémique plutôt qu'opportuniste. Il n'achetait pas simplement des faveurs individuelles. Il achetait une loyauté institutionnelle, transformant l'appareil d'État colombien en un dispositif de protection au service de sa propre organisation. En avril 1978, Escobar participa à une réunion dans une ferme rurale aux abords de Medellín, aux côtés d'autres trafiquants de rang intermédiaire. Ce rassemblement est aujourd'hui considéré par les historiens colombiens de l'application de la loi comme marquant la naissance officielle du cartel de Medellín. En l'espace de quelques mois, l'opération combinée acheminait environ 19 000 kg de cocaïne vers les États-Unis chaque année. En quelques années, ce chiffre deviendrait presque impossible à concevoir, le poids d'un argent sans limite. Il existe un chiffre qui revient systématiquement dès que l'on évoque la fortune d'Escobar, et il vaut la peine de s'y arrêter un instant, car il ne s'assimile pas vraiment la première fois qu'on l'entend.
Au sommet de ses activités, le cartel de Medellín générait environ 420 millions de dollars par semaine. Pas par an, par semaine. Sa fortune personnelle, estimée par diverses agences de police colombiennes et américaines, oscillait entre 30 milliards et 60 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 80 milliards de dollars en valeur actuelle. En 1987, le magazine Forbes l'a inscrit sur sa liste des milliardaires, évaluant sa fortune à 3 milliards de dollars, un chiffre qui sous-estimait presque certainement ce qu'il contrôlait réellement. Il est resté sur cette liste pendant 7 années consécutives. Le cartel était responsable de la fourniture d'environ 80% de la cocaïne mondiale à son apogée. Plus de 15 tonnes entraînent quotidiennement aux États-Unis, transitant par un réseau logistique utilisant des flottes d'avions, des cargos et finalement des narcos-sous-marins construits sur mesure, des embarcations fabriquées dans des ateliers en pleine jungle, capables de traverser l'Atlantique avec des cargaisons de plusieurs tonnes. L'examen par la DEA de l'infrastructure de transport d'Escobar a conclu par la suite qu'elle rivalisait en complexité opérationnelle avec une entreprise internationale de fret de taille moyenne. Il construisait à la hauteur de ses ambitions. Son domaine, Hacienda Nápoles, s'étendait sur 7000 acres en Antioquia. Il y avait en son cœur une demeure coloniale entourée de lacs artificiels, une piste d'atterrissage privée, des arènes et un zoo personnel peuplé de girafes, d'éléphants et d'hippopotames importés d'Afrique. Les hippopotames, célèbrement, n'ont pas pu être retirés après la mort d'Escobar et ont établi une population sauvage dans le bassin de la rivière Magdalena en Colombie, qui existe encore aujourd'hui. Une conséquence écologique que les biologistes spécialisés en faune sauvage tentent toujours de gérer. À Medellín, il a fait construire l'immeuble Monaco de 8 étages pour sa famille, l'équipant de piscine, d'un court de tennis, de systèmes de sécurité renforcés et d'une pièce de sécurité conçue spécialement. Dans les Caraïbes, il disposait d'une villa fortifiée sur l'Isla Grande, dotée d'un héliport, de fenêtres résistantes aux balles et d'installations d'accostage privées. Sa collection de voitures a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs après sa mort. Parmi les véhicules répertoriés figurait une Porsche 911 Carrera RSR, ayant autrefois couru sous les couleurs du champion du monde, de Formule 1, Emerson Fittipaldi, une Harley-Davidson ayant appartenu à Frank Sinatra et le jet ski présent dans le film James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Beaucoup de ces véhicules ont ensuite été détruits lors d'attentats à la voiture piégée ou saisis par les autorités. Leurs carcasses calcinées étaient exposées à Hacienda Nápoles, comme de sombres monuments à ses excès. Mais le détail le plus révélateur de la fortune d'Escobar n'était pas une seule possession. C'était ce qui arrivait à l'argent qu'il ne pouvait pas dépenser. Son frère Roberto, qui occupait le poste de comptable en chef du cartel, a témoigné par la suite que l'organisation dépensait environ 2500 $ par mois, rien qu'en élastique, utilisé uniquement pour liasser les liasses de billets entrants. Il a estimé que près de 10% de toutes les devises stockées, soit plus de 2 milliards de dollars par an, étaient perdues à cause des rats, des moisissures, des inondations et de la dégradation physique dans les entrepôts et les coffres souterrains où elles étaient cachées. Dans un incident documenté, lors d'une période de clandestinité, Escobar a brûlé environ 2 millions de dollars en billets de banque en une seule nuit pour tenir sa fille au chaud. Ce détail n'est pas exagéré. Il apparaît dans de multiples récits indépendants et a été confirmé par des membres de la famille après sa mort. L'argent était devenu, au sens le plus littéral du terme, jetable. Le problème concret auquel Escobar faisait face était celui qu'aucune institution financière ne pouvait résoudre. Les liquidités générées par son opération étaient trop volumineuses pour être blanchies au rythme où elles arrivaient. Les banques ne pouvaient pas les absorber, les entreprises ne pouvaient pas les traiter, et les conserver sous une forme visible et accessible en faisait une cible pour les rivaux, les autorités et le réseau d'informateurs qui l'entouraient. Sa solution était architecturale. À travers l'Antioquia et au-delà, Escobar a investi dans la dissimulation à une échelle que les forces de l'ordre allaient passer des décennies à tenter de cartographier. Les planques du cartel furent transformées en coffres-forts fortifiés, leurs murs évidés et remplis de billets du sol au plafond. Dans toute la région, des fermes dissimulaient des barils scellés enterrés à plusieurs mètres sous terre,
dont beaucoup étaient bourrés de liasses de dollars américains qui resteraient intactes pendant des années. Ces propriétés étaient délibérément banales, vues de l'extérieur. Les voisins ignoraient souvent ce qui se trouvait sous leurs pieds. Les coffres eux-mêmes reflétaient la paranoïa d'Escobar. Portes en acier, murs en béton d'une épaisseur exceptionnelle, chambres tapissées de plaques de plomb pour déjouer les premiers systèmes de radar à pénétration de sol, points d'accès déguisés en salles de stockage ou en espaces techniques. Plusieurs équipes de construction indépendantes étaient employées, chacune travaillant sur des sections séparées, de sorte qu'aucun entrepreneur ne disposait jamais d'une vue d'ensemble complète de ce qui avait été construit. Ce qui rendait le système particulièrement difficile à percer, ce n'était pas uniquement l'ingénierie physique, c'était l'architecture humaine qui l'entourait. Escobar ne faisait presque confiance à personne concernant l'ensemble des informations. Ses comptables connaissaient les flux financiers, mais ignoraient les emplacements physiques. Ses équipes de construction aménagèrent des chambres sans savoir ce qui les remplirait. Seul un cercle restreint de moins d'une douzaine de personnes, composé principalement de membres de la famille, détenait une image complète de l'endroit où se trouvait réellement l'argent. Roberto Escobar a décrit par la suite un système de registres codés, distinct de toute documentation officiellement traçable, dans lesquels les emplacements des coffres étaient consignés selon un système de notation privée que seul Pablo comprenait pleinement. Quand Escobar mourut en décembre 1993, beaucoup de ces codes disparurent avec lui. Les rumeurs qui entouraient ses propriétés alimentèrent une mythologie qui survécut à l'homme lui-même. Des tunnels souterrains reliant des domaines, des chambres de torture construites sous des planques, des passages de fuite dissimulés derrière de faux murs. Certains de ces récits provenaient de sources policières dont la crédibilité était documentée. D'autres émergeaient de la culture de la peur qu'Escobar cultivait délibérément, un paysage où les rumeurs remplissaient le même rôle qu'une porte verrouillée. À Miami, la Villa Rose qu'il avait achetée sur North Bay Road, à Miami Beach, devint l'une des propriétés les plus scrutées de l'histoire de la ville après que les autorités américaines la saisirent au milieu des années 1980. Les enquêteurs étaient convaincus que ces murs dissimulaient des coffres cachés. En 2016, lorsque les nouveaux propriétaires Christian Burle et Jennifer Veiley firent démolir la propriété, les ouvriers du chantier découvrirent exactement cela, de lourds coffres en béton encastrés dans les fondations. L'un d'eux disparut avant que les équipes médico-légales puissent l'examiner, déclenchant une enquête qui ne fut jamais résolue de manière concluante. Un second fut transporté sous escorte armée vers une banque de Floride. Un cylindre métallique scellé trouvé sous la cuisinière de la cuisine s'avéra vide, bien que les enquêteurs n'aient jamais exclu que son contenu ait été retiré bien avant que la structure ne soit abattue. La chute d'Escobar ne commença pas par un seul moment décisif. Elle s'accumula à la manière dont la pression s'accumule en silence, puis éclate d'un coup. À la fin des années 1980, il avait assassiné le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla, abattu le candidat à la présidence Luis Carlos Galán lors d'un meeting en août 1989 et ordonné l'attentat contre le vol Avianca 203 dans une tentative ratée de tuer le successeur de Galán, César Gaviria. L'avion s'écrasa avec 107 personnes à bord, dont 2 citoyens américains. Leur mort franchit un seuil qui amena Washington à s'impliquer directement dans le conflit. En 1989, le président George H.W. Bush autorisa l'opération Heavy Shadow, une initiative américaine secrète visant à aider la Colombie à démanteler le cartel de Medellín. Dans le cadre de cette opération, l'armée déploya Centra Spike, une unité d'élite du renseignement des signaux spécialisée dans l'interception des communications et la triangulation des positions de cibles de haute valeur. Cette unité avait été utilisée auparavant pour traquer des trafiquants de drogue au Pérou et en Bolivie, mais son déploiement en Colombie marquait une escalade significative de l'implication américaine qui resta classifiée pendant des années. Centra Spike commença à intercepter les appels d'Escobar presque aussitôt, construisant un profil acoustique complet qui permettait aux analystes de reconnaître sa voix, ses habitudes de communication et les rythmes comportementaux qui finiraient par trahir sa position. Au moment où Escobar négocia sa reddition controversée en 1991, les Américains l'écoutaient déjà depuis près de 2 ans. La reddition elle-même était un coup calculé.
Escobar conclut un accord avec le gouvernement colombien selon lequel il purgerait une peine maximale de 5 ans en échange de sa non-extradition vers les États-Unis. Plutôt que d'intégrer un établissement contrôlé par l'État, il obtint l'autorisation de faire construire sa propre prison, la cathédrale, au sommet d'une montagne dominant Medellín. Il choisit lui-même ses gardiens, recrutés parmi des hommes qui lui étaient personnellement dévoués. Le complexe était équipé d'un terrain de football, d'un bar, d'un jacuzzi, d'une cascade, de salles à manger privées et, selon des témoignages d'officiels des services de renseignement colombiens et américains, d'un télescope pointé vers la ville en contrebas. La cathédrale était moins une prison qu'un centre de commandement, entouré d'une clôture purement décorative. Depuis l'intérieur, Escobar continua de diriger les opérations du cartel. En juillet 1992, lorsque le gouvernement colombien décida finalement de le transférer vers un établissement légitime après des rapports indiquant qu'il avait ordonné la torture et l'exécution de 4 de ses associés à l'intérieur du complexe, il avait déjà disparu. Il s'était évadé par une section de mur délibérément construite avec du béton volontairement fragilisé. Lorsque les troupes pénétrèrent dans le bâtiment, Escobar s'était évanoui dans le brouillard des Andes avec 9 de ses hommes. Cette évasion humilia profondément le gouvernement colombien et épuisa définitivement la patience que les États-Unis avaient encore pour les solutions diplomatiques. L'ambassadeur américain Maurice Busby, ancien officier de la marine et spécialiste du contre-terrorisme, convoqua une réunion de stratégie d'urgence dans la salle blindée de l'ambassade, en présence du chef de la DEA, Joe Toaft, du chef de station de la CIA, Bill Wagner, et du major Steve Jacob de Centras Pike. La conclusion fut unanime. La chasse ne se terminerait pas par une arrestation. Le piège se refermait. Le colonel Hugo Martinez poursuivait Escobar depuis la fin des années 1980. Il avait survécu à des tentatives d'assassinat, découvert des bombes placées sous le domicile de sa famille et s'était vu personnellement proposer un pot de vin de 6 millions de dollars par l'intermédiaire d'une connaissance commune, une offre qu'il avait refusée sans la moindre négociation. À son retour d'une période de réaffectation temporaire à Madrid, à la fin de 1992, il était reconstruit et pleinement concentré. Il restructura le bloc de recherche en une force de 600 hommes. Soldats et policiers s'entraînèrent ensemble pour former une unité d'intervention à objectif unique. Le soutien américain transforma l'opération de Martinez. Centras Pike fournissait un renseignement en temps réel sur les signaux que les unités colombiennes n'avaient jamais eus à leur disposition auparavant. Des opérateurs de la Delta Force arrivèrent à Bogota sous couverture civile en juillet 1992, 2 jours seulement après l'évasion d'Escobar de la cathédrale. Leur rôle opérationnel avait été soigneusement défini pour éviter de violer la loi colombienne interdisant la présence de troupes de combat étrangères sur le sol national, servant techniquement de conseillers et de formateurs tout en fournissant des renseignements qui orientaient directement les opérations de raid. La traque désorganisa méthodiquement le réseau de soutien d'Escobar. Les PP, perseguidos por Pablo Escobar, c'est-à-dire les personnes persécutées par Pablo Escobar, émergèrent comme une force extrajudiciaire composée d'anciens alliés devenus ennemis. Parmi leurs membres figuraient les veuves de Fernando Galeano et de William Monada, 2 associés du cartel qu'Escobar avait fait exécuter en 1992 à la suite d'un différend financier. À leur côté se trouvait Diego Murillo, connu sous le nom de Don Berna, un ancien lieutenant d'Escobar qui avait vu cet homme dévorer son propre réseau et avait choisi la survie plutôt que la loyauté. Les Pépès bombardèrent les propriétés d'Escobar, éliminèrent ses associés et envoyèrent des messages sans équivoque en abandonnant des corps dans des espaces publics. Bien que les responsables américains aient publiquement condamné leur méthode, l'agent de la DEA Javier Peña, reconnu plus tard dans des entretiens que la campagne menée par ce groupe était sans doute la pression la plus efficace exercée contre Escobar durant toute la durée de la traque. Ils détruisaient son infrastructure plus vite qu'elle ne pouvait être reconstruite, et ils avaient brisé ce sentiment d'invulnérabilité qui avait toujours été au cœur de son emprise psychologique. Dolores Omadada Mona, l'épouse de l'homme qu'Escobar avait fait assassiner, fut amenée à Washington sous la protection de la DEA et enregistrée comme informatrice sous le code AE 92053.
Les renseignements qu'elle fournit sur les finances d'Escobar, ses propriétés et son cercle rapproché furent considérés, selon les analystes de la DEA, comme l'une des sources de renseignements humains les plus opérationnellement précieuses que l'agence ait reçues durant toute l'opération. Son jeune frère, étudiant au MIT et sans aucun lien avec le cartel, avait été kidnappé puis tué en représailles à sa coopération. Après cela, sa volonté de voir Escobar anéanti était, pour reprendre les mots d'un responsable qui avait travaillé avec elle, totale et absolue. Depuis une prison fédérale américaine, Carlos Leher, autrefois l'associé flamboyant d'Escobar dans l'opération des Bahamas, rédigea une lettre détaillée à la DEA décrivant les déplacements actuels d'Escobar, sa dépendance aux planques tournantes, son habitude de communiquer via des réseaux de téléphonie mobile par courtes impulsions irrégulières, ainsi qu'une réalité physique que les opérateurs du renseignement jugèrent utile. Escobar avait pris beaucoup de poids, était en mauvaise condition physique et incapable de se déplacer rapidement sur quelque distance que ce soit. L'étau se resserrait, les dernières heures approchaient. En décembre 1993, Escobar était en fuite depuis plus de 16 mois. Il se déplaçait entre des maisons louées dans les quartiers résidentiels de Medellín, s'appuyant sur un cercle de contacts de confiance qui rétrécissait de jour en jour, conscient que le filet de renseignement qui se refermait sur lui était d'une nature qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le 2 décembre, un jour après son 44e anniversaire, il passa l'appel qui allait tout faire basculer. Il téléphona à son fils Juan Pablo pour une longue conversation, restant en ligne bien plus longtemps que la sécurité opérationnelle ne l'aurait permis. L'appel fut intercepté par Centra Spike. En quelques heures, la triangulation avait permis de localiser sa position dans une rue résidentielle du quartier de Los Oivos, un secteur de classe moyenne si ordinaire, si proche du cœur de la ville qu'il avait autrefois dominé, que la simplicité de sa cachette en était presque incroyable. Les hommes de Martinez investirent l'adresse avant l'aube. À l'intérieur d'une modeste maison de ville à 2 étages, Escobar et son chauffeur, Álvaro de Jesús Agudelo, connu sous le nom d'El Lemon, attendaient. Un policier aperçut un homme aux cheveux longs et à la barbe fournie à une fenêtre du premier étage. La silhouette était plus corpulente que sur toutes les photographies récentes, mais les chasseurs écoutaient sa voix depuis des années. L'assaut dura moins de 3 minutes. El Lemon tenta de s'échapper par une fenêtre, chuta sur un toit plus bas et fut abattu en essayant de fuir. Escobar le suivit quelques secondes plus tard, armé de 2 pistolets, dont le SIG Sauer qu'il avait solennellement remis à la cathédrale 2 ans auparavant. Il traversa les toits en ripostant jusqu'à ce que 3 balles le touchent. Une dans la jambe, une dans le dos, une à travers l'oreille droite. On le retrouva quelques minutes plus tard, immobile sur les tuiles. La question de savoir qui avait tiré le coup fatal ne fut jamais tranchée de manière définitive. L'officier du bloc de recherche Hugo Aguilar revendiqua la responsabilité du tir. Don Berna affirmait que c'était son frère. Des théoriciens du complot américain soutenaient qu'un opérateur américain avait appuyé sur la gâchette, une affirmation que les vétérans de Centra Spike ont toujours niée, tout en reconnaissant qu'ils ne peuvent pas rendre compte de chaque individu présent dans les environs durant les dernières minutes de l'assaut. L'agent de la DEA, Steve Murphy, arrivé sur place pour prendre les premières photographies officielles, documenta une scène déjà contaminée par la foule d'officiers, de journalistes et de badauds qui avaient envahi les lieux avant qu'un quelconque protocole médico-légal ait pu être établi. Un réexamen médico-légal mené en 2020, à l'aide de reconstruction en gel balistique et d'analyse balistique actualisée des blessures, vint appuyer une théorie formulée à l'origine par le journaliste Mark Bowden, auteur de Killing Pablo, le récit de référence sur cette traque. Le tir fatal à la tête, effectué avec une arme de poing de 9 mm à bout portant, présentait des caractéristiques incompatibles avec un tir à distance. Le canon avait peut-être été pressé directement contre son crâne. Personne n'a jamais officiellement déterminé si c'est un officier colombien, un membre de Los Pepes ou Escobar lui-même qui tenait ce canon. Le rapport officiel du médecin légiste a écarté la thèse du suicide. La décision inhabituelle de publier ce démenti sous forme de communiqué de presse, sans y avoir été invité et avant même que la question n'ait été soulevée publiquement, a frappé plusieurs médecins légistes de l'époque comme étant précisément le genre de précision qui génère plus de doutes qu'elle n'en dissipe. Qu'est-ce qui repose encore sous la terre ?
Après la mort d'Escobar, la Colombie a tenté de retrouver les milliards qui avaient transité par le cartel durant ses années de gloire. Les résultats ont été décevants. Les autorités colombiennes ont officiellement récupéré environ 75 millions de dollars d'actifs liés à Escobar, un chiffre que les enquêteurs croient largement représenter moins de 10% de ce qui était réellement caché. En 1989, des photographies publiées par des journaux colombiens documentaient 4 millions de dollars découverts dans des barils enterrés en Antioquia. En 1990, 25 millions de dollars furent récupérés aux côtés de lingots d'or dans un entrepôt du cartel. En 2009, 10 millions de dollars furent trouvés lors de travaux de rénovation à la Hacienda Napol, quand des ouvriers percèrent un plancher en béton et mirent au jour une chambre scellée demeurée intacte depuis près de 2 décennies. En 2020, le neveu d'Escobar, Nicolas Escobar Ano, affirma avoir récupéré 18 millions de dollars dans une maison de Medellín, guidé, selon ses propres mots, par une vision. Il décrivit des liasses de billets enveloppés dans du plastique, accompagnés d'un stylo en or, d'une machine à écrire manuelle et d'un téléphone satellite. La majeure partie des billets avait été détruite par l'humidité et le développement de champignons. Il reconnut que cette découverte n'était pas la première qu'il avait faite, et refusa de préciser où se trouvaient les autres. En 2017, la série documentaire Finding Escobar's Millions, diffusée sur Discovery Channel, amena en Colombie d'anciens agents de la CIA, Doug Lowe et Ben Smith, équipés de radars à pénétration de sol, de drones et de détecteurs de métaux. Leur enquête documenta en détail la sophistication de la méthode de dissimulation d'Escobar. Des coffres-forts doublés de plomb, de faux planchers, des chambres voûtées conçues pour échapper aux technologies de détection standard de l'époque. Ils mirent au jour un coffre qui s'avéra vide. Ils ne trouvèrent jamais les milliards. En Antioquia, un agriculteur découvrit des barils scellés, remplis de devises américaines si bien conservées que les enquêteurs décrivirent les billets comme paraissant fraîchement imprimés. La question juridique de savoir qui était propriétaire de la trouvaille, l'agriculteur, l'État colombien ou les victimes des violences du cartel, ne fut jamais véritablement tranchée et déclencha un débat sur la politique de récupération qui se poursuit sous une forme modifiée encore aujourd'hui. La conclusion la plus troublante tirée par les chercheurs, enquêteurs et experts comptables légistes ayant consacré des décennies à tenter de retracer la fortune cachée d'Escobar est une conclusion simple. La majeure partie se trouve probablement encore quelque part, enfouie dans des champs, murée derrière du béton dans des propriétés ayant changé de main à plusieurs reprises, reposant dans des caves sous des terrains que personne n'a encore songé à examiner. Dans certains cas, les rats et la moisissure travaillent toujours sur l'argent, ce que les coffres contenaient vraiment. Lorsque les autorités colombiennes firent une descente à la Hacienda Napol et dans le réseau de planques qui y était connecté au début des années 1990, elles trouvèrent ce à quoi tout le monde s'attendait. Des liasses de billets, des conteneurs scellés, les preuves tangibles d'un empire basé sur le cash fonctionnant à une échelle industrielle. Ce qu'elles n'attendaient pas, ou peut-être ce à quoi elles n'étaient pas pleinement préparées à faire face, c'était la documentation. Dissimulés dans des conteneurs étanches à travers les coffres, se trouvaient des registres, des comptes rendus manuscrits minutieux de calendriers d'expédition, de listes de paiements et de transactions financières s'étendant de la Colombie jusqu'à Miami et Madrid. Des listes de pots de vin organisées par destinataire, montant et date. Les noms de politiciens, de juges, de commandants de police et d'officiers militaires figurant sur la liste de paie du cartel, classés non pas selon une catégorie morale, mais selon leur utilité opérationnelle, à la manière dont une entreprise organiserait ses fournisseurs. Pour les procureurs en Colombie comme aux États-Unis, ces documents étaient extraordinaires. Les documents personnels d'Escobar venaient confirmer ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps sans jamais pouvoir l'établir légalement. La corruption qui permettait au cartel de fonctionner n'était pas un élément secondaire de sa structure. Elle en était le fondement même. D'anciens associés et des personnes ayant séjourné dans des propriétés liées à Escobar ont également évoqué des pièces qui n'apparaissaient dans aucun document officiel, des espaces insonorisés, équipés de systèmes d'évacuation et de crochets métalliques qui ne répondaient à aucune logique architecturale, rien qui ne justifierait une construction ordinaire.
Les enquêteurs n'ont jamais officiellement confirmé l'existence de salles d'interrogatoire ou de chambres de torture au sein des réseaux de cachette, mais les descriptions physiques recueillies auprès de nombreuses sources indépendantes sur plusieurs décennies présentaient une cohérence suffisante pour que les historiens des forces de l'ordre colombiennes les jugent crédibles. Escobar avait construit ces coffres pour protéger sa fortune. Ce qu'ils ont véritablement conservé, c'est la preuve du prix qu'elle avait coûté. Pablo Escobar a été abattu sur un toit de Medellín le 2 décembre 1993. La Colombie a fêté l'événement dans les rues. Les États-Unis se sont félicités de l'efficacité de leur opération clandestine. Et durant un bref instant, le poids de la terreur qui avait écrasé tout un pays pendant près de 2 décennies a semblé se lever. Mais il ne s'est pas dissipé. L'effondrement du cartel de Medellín a laissé un vide qui a été comblé presque immédiatement par le cartel de Cali. Déjà structuré, déjà opérationnel et prêt à prendre la relève. La capacité d'exportation de cocaïne de la Colombie n'a pratiquement pas vacillé. La violence qu'Escobar avait utilisée comme instrument est devenue l'instrument de ceux qui lui ont succédé. Ce qui a pris fin sur ce toit, ce n'était pas la guerre contre la drogue. Ce qui a pris fin, c'était l'emprise extraordinaire d'un seul homme sur elle. Un homme qui avait débuté en volant des pierres tombales et qui avait bâti, en moins de 20 ans, un empire si colossal qu'une part considérable de sa fortune n'a jamais été retrouvée. Certaines de ces cachettes ont été ouvertes, la plupart ne l'ont pas été. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez ce genre de récit, sérieusement documenté et bien raconté, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve très bientôt.